Du second côté, celui d'une poétique du savoir sensible aux écarts et aux différences, on placera les travaux qui, comme le livre récent de Philippe Carhart, Poetics of the New History, repèrent comment différents historiens, membres d'une même école ou d'un même groupe, mobilisent fort diversement les figures de l'énonciation, la projection ou l'effacement du jeu dans le discours de savoir, le système des temps verbaux, la personnification des entités abstraites, les modalités de la preuve, citation, tableau graphique, série quantitative. Défi inversé. Ainsi bousculée dans ses certitudes les mieux ancrées, l'histoire s'est trouvée aussi confrontée à plusieurs défis. Le premier, lancé dans des modalités différentes, voire contradictoires, de part et d'autre de l'Atlantique, entend rompre toute attache entre l'histoire et les sciences sociales. Aux États-Unis, l'assaut a pris la forme du linguistic turn, qui, en stricte orthodoxie saussurienne, tient le langage comme un système fermé de signes, dont les relations produisent d'elles-mêmes la signification. La construction du sens est ainsi détachée de toute intention ou de tout contrôle subjectif, puisqu'elle se trouve assignée à un fonctionnement linguistique automatique et impersonnel. La réalité n'est plus à penser comme une référence objective, extérieure au discours, mais comme constituée par et dans le langage. John Toew a clairement désigné, sans l'accepter, cette position radicale, pour laquelle the language is conceived of a self-contained system of signs. Le langage est conçu comme un système de signes autosuffisants dont les significations sont déterminées par leur relation réciproque plutôt que par leur relation à un objet ou sujet transcendantal ou extra-linguistique. Une position qui considère que the creation of meaning is impersonal. La création du sens est impersonnelle, opérant dans le dos des utilisateurs du langage dont les actes linguistiques peuvent seulement exemplifier les règles et les procédures de langage qu'ils habitent mais ne contrôlent pas. Les opérations historiennes les plus habituelles se trouvent dès lors sans objet, à commencer par les distinctions fondatrices entre texte et contexte, entre réalité sociale et expression symbolique, entre discours et pratiques non discursives, d'où, par exemple, le double postulat de Kate Baker, qui applique le linguistic turn au problème des origines de la Révolution française. D'une part, les intérêts sociaux n'ont aucune extériorité par rapport au discours, puisqu'ils constituent un symbolic and political construction et non a pre-existing reality. D'autre part, toutes les pratiques doivent être comprises dans l'ordre du discours, car claims to delimit the field of discourse in relation, les prétentions à délimiter le champ discursif par rapport à des réalités sociales non discursives qui existeraient au-delà de lui, immanquablement désignent un domaine d'action qui est lui-même discursivement constitué. Elle distingue en effet entre différentes pratiques discursives, différents jeux de langage, plutôt qu'entre des phénomènes discursifs et non discursifs. Du côté français, le défi, tel qu'on l'a vu, se cristalliser dans les débats engagés autour de l'interprétation de la Révolution française, a pris une figure inverse, loin de postuler l'automaticité de la production du sens, au-delà ou en deçà des volontés individuelles. Il porte l'accent tout au contraire sur la liberté du sujet, la part réfléchie de l'action, les constructions conceptuelles. Du coup, se voient récuser les démarches classiques de l'histoire sociale qui visaient à identifier les déterminations non sues qui commandent les pensées et les conduites. Du coup, se trouve affirmé le primat du politique, compris comme le niveau le plus englobant et le plus révélateur de toute société. C'est ce lien que Marcel Gauchet met au centre du récent changement de paradigme qu'il croit discerner dans les sciences sociales. Ce qui semble se dessiner au bout de la problématique de l'originalité occidentale moderne, c'est une recomposition du dessin d'une histoire totale selon deux axes, par accession, au travers du politique, à une clé nouvelle pour l'architecture de la totalité, et par absorption
en fonction de cette ouverture de la part réfléchie de l'action humaine, des philosophies les plus élaborées aux systèmes de représentation les plus diffus. Les historiens, dont je suis, pour qui demeure essentielle l'appartenance de l'histoire aux sciences sociales, ont tenté de répondre à cette double et parfois rude interpellation. Contre les formulations du linguistic turn ou du sémiotic challenge, selon l'expression de Gabriel Spiegel, ils tiennent pour illégitime la réduction des pratiques constitutives du monde social aux principes qui commandent les discours. Reconnaître que la réalité passée n'est accessible le plus souvent qu'à travers des textes qui entendaient l'organiser, la soumettre ou la représenter, n'est pas pour autant postuler l'identité entre deux logiques. D'un côté, la logique logocentrique et herméneutique qui gouverne la production des discours. D'un autre, la logique pratique qui règle les conduites et les actions. De cette irréductibilité de l'expérience au discours, toute histoire doit tenir compte en se gardant d'un usage incontrôlé de la catégorie de texte, trop souvent indûment appliqué à des pratiques ordinaires ou ritualisées, dont les tactiques et les procédures ne sont en rien semblables aux stratégies discursives. Maintenir la distinction entre les unes et les autres est le seul moyen d'éviter de donner pour le principe de la pratique des agents de la théorie que l'on doit construire pour en rendre raison, selon la formule de Pierre Bourdieu. D'autre part, on doit constater que la construction des intérêts par les discours est elle-même socialement déterminée, bornée par les ressources inégales, langagières, conceptuelles, matérielles, dont disposent ceux qui la produisent. Cette construction discursive renvoie donc nécessairement aux positions et aux propriétés sociales objectives, extérieures au discours, qui caractérisent les différents groupes, communautés ou classes qui constituent le monde social. En conséquence, l'objet fondamental d'une histoire, visant à reconnaître la manière dont les acteurs sociaux donnent sens à leurs pratiques et à leurs discours, me paraît résider dans la tension entre les capacités inventives des individus ou des communautés et, d'autre part, les contraintes, les normes, les conventions qui limitent plus ou moins fortement selon leur position dans les rapports de domination, ce qu'il est possible de penser, d'énoncer et de faire. Le constat vaut pour une histoire des œuvres lettrées et des productions esthétiques, toujours inscrites dans le champ des possibles, qui les rendent pensables, communicables et compréhensibles. Et l'on ne peut qu'être d'accord avec Stephen Greenblatt lorsqu'il affirme que the work of art is the product of a negotiation. L'œuvre d'art est le produit d'une négociation entre un créateur ou une classe de créateurs et les institutions et pratiques de la société. Mais le constat vaut aussi pour une histoire des pratiques, qui sont elles aussi des inventions de sens bornés par les déterminations multiples qui définissent pour chaque communauté les comportements légitimes et les normes incorporées. Contre le retour aux politiques pensées dans une radicale autonomie, il faut, me semble-t-il, placer au centre du travail historien les relations complexes et variables nouées entre les modes de l'organisation et de l'exercice du pouvoir dans une société donnée, et d'autre part les configurations sociales qui rendent possibles ces formes politiques et sont engendrées par elles. C'est ainsi que la construction de l'État absolutiste suppose une forte et préalable différenciation des fonctions sociales, en même temps qu'elle exige la perpétuation, grâce à divers dispositifs, dont le plus important est la société de cour, de l'équilibre des tensions existant entre les groupes sociaux dominants et rivaux. Contre le retour à la philosophie du sujet qui accompagne ou fonde le retour aux politiques, l'histoire entendue comme une science sociale rappelle que les individus sont toujours liés par des dépendances réciproques, perçues ou invisibles, qui façonnent et structurent leur personnalité et qui définissent dans leurs modalités successives les formes de l'affectivité et de la rationalité. On comprend dès lors l'importance accordée par beaucoup d'historiens à une œuvre longtemps méconnue, dont le projet fondamental est justement d'associer dans la longue durée construction de l'État moderne, modalité de l'interdépendance sociale et figure de l'économie psychique, celle de Norbert Elias. Le travail d'Elias permet en particulier d'articuler les deux significations qui toujours s'enchevêtrent dans l'usage du terme culture,
telles que le manient les historiens. La première désigne les œuvres et les gestes qui, dans une société, relèvent du jugement esthétique ou intellectuel. La seconde vise les pratiques ordinaires, sans qualité, qui tissent la trame des rapports quotidiens et expriment la manière dont une communauté vit et réfléchit son rapport au monde et au passé. Penser historiquement les formes et les pratiques culturelles et donc nécessairement élucider les relations entretenues par ces deux définitions. Les œuvres n'ont pas de sens stable, universel, figé, elles sont investies de signification plurielle et mobile, construites dans la négociation entre une proposition et une réception, dans la rencontre entre les formes et les motifs qui leur donnent leur structure et les compétences ou les attentes des publics qui s'en emparent. Certes, les créateurs ou les autorités, ou les clercs, qu'ils soient ou non d'église, aspirent toujours à fixer le sens et à énoncer la correcte interprétation qui doit contraindre la lecture ou le regard, mais toujours aussi la réception invente, déplace, distord, produite dans une sphère spécifique, dans un champ qui a ses règles, ses conventions, ses hiérarchies. Les œuvres s'en échappent et prennent densité en pérégrinant, parfois dans la très longue durée, à travers le monde social. Déchiffrées à partir des schèmes mentaux et affectifs qui constituent la culture propre au sens anthropologique des communautés qui les reçoivent, elles deviennent en retour une ressource pour penser l'essentiel. La construction du lien social, la conscience de soi, la relation au sacré. Inversement, tout geste créateur inscrit dans ses formes et ses thèmes un rapport aux structures fondamentales qui, à un moment et un site donné, façonnent la distribution du pouvoir, l'organisation de la société, l'économie de la personnalité. Pensé et se pensant comme un démiurge, l'artiste, le philosophe ou le savant invente pourtant dans la contrainte, contrainte par rapport aux règles du patronage, du mécénat, du marché, qui définissent sa condition, contrainte plus fondamentale encore par rapport aux déterminations ignorées qui habitent chaque œuvre et qui font qu'elle est concevable, transmissible, compréhensible, ce que toute histoire doit penser et donc indissociablement la différence par laquelle toutes les sociétés ont, et en des figures variables, séparé du quotidien un domaine particulier de l'activité humaine et les dépendances qui inscrivent de multiples manières l'invention esthétique et intellectuelle dans ces conditions de possibilité. Lutte de représentation et violence symbolique. Ainsi fermement réarrimée dans les sciences sociales, l'histoire ne peut pour autant éviter un autre défi. Surmonter l'affrontement, à terme stérile, entre d'un côté l'étude des positions et des relations et de l'autre l'analyse des actions et des interactions. Dépasser cette opposition entre physique sociale et phénoménologie sociale exige la construction de nouveaux espaces de recherche où la définition même des questions oblige à inscrire les pensées claires, les intentions individuelles, les volontés particulières dans les systèmes de contraintes collectives qui, à la fois, les rendent possibles et les brident. Une telle approche, dont le trait premier est de bousculer les frontières canoniques, rappelle que les productions intellectuelles et esthétiques, les représentations mentales, les pratiques sociales sont toujours gouvernées par des mécanismes et des dépendances méconnues par les sujets eux-mêmes. C'est à partir d'une telle perspective qu'il faut comprendre la relecture historienne des classiques, des sciences sociales, Elias, mais aussi Weber, Durkheim, Mauss, Halbewag, et l'importance reconquise aux dépens des notions habituelles à l'histoire des mentalités d'un concept comme celui de représentation. Nombreux sont les travaux d'histoire qui ont récemment manié la notion de représentation. Il était cela deux raisons. D'une part, le recul de la violence qui caractérise les sociétés occidentales entre le Moyen-Âge et le XVIIIe et qui découle de la confiscation, au moins tendancielle, du monopole sur l'emploi légitime de la force par l'État, mais que les affrontements sociaux fondés sur les confrontations directes, brutales, sanglantes, cèdent de plus en plus souvent la place à des luttes qui ont pour armes et pour enjeu les représentations. D'autre part, c'est du crédit accordé ou refusé aux représentations qui proposent d'eux-mêmes que dépend l'autorité d'un pouvoir ou la puissance d'un groupe. Sur le terrain des représentations du pouvoir, avec Louis Marin,
sur celui de la construction des identités sociales ou culturelles avec Bronisław Geremek et Carlo Ginzburg, s'est ainsi défini une histoire des modalités du faire croire et des formes de la croyance, qui est avant tout une histoire des rapports de force symboliques, une histoire de l'acceptation ou du rejet par les dominés des principes inculqués, des identités imposées qui visent à assurer et perpétuer leur assujettissement. Une telle question est par exemple au centre d'une histoire des femmes qui fait large place au dispositif de la violence symbolique, qui, comme l'écrit Pierre Bourdieu, ne réussit que pour autant que celui qui l'a subi contribue à son efficacité, qu'elle ne le contraint que dans la mesure où il est prédisposé par un apprentissage préalable à la reconnaître. Durablement, la construction de l'identité féminine s'enracine dans l'intériorisation par les femmes de normes énoncées par les discours masculins. Un objet majeur de l'histoire des femmes est donc l'étude des dispositifs déployés sur des registres multiples qui garantissent ou doivent garantir que les femmes consentent aux représentations dominantes de la différence entre les sexes. Ainsi, l'infériorité juridique, l'inculcation scolaire des rôles sexuels, la division des tâches et des espaces et l'exclusion de la sphère publique. Loin d'éloigner du réel et de n'indiquer que les figures de l'imaginaire masculin, les représentations de l'infériorité féminine, inlassablement répétées et montrées, s'inscrivent dans les pensées et les corps des uns et des autres, des unes et des autres. Mais une telle incorporation de la domination n'exclut pas, tant s'en faut, de possibles écarts et manipulations qui, par l'appropriation féminine de modèles et de normes masculines, transforment en instruments de résistance et en affirmant d'identité des représentations forgées pour assurer la dépendance et la soumission. Reconnaître ainsi les mécanismes, les limites et surtout les usages du consentement est une bonne stratégie pour corriger le privilège longuement accordé par l'histoire aux victimes ou rebelles, actives ou actrices de leur destin, aux dépens des femmes passives, estimées trop aisément consentantes à leurs conditions, bien que justement la question du consentement soit tout à fait centrale dans le fonctionnement d'un système de pouvoir, qu'il soit social ou sexuel. Les fissures qui lézardent la domination masculine ne prennent pas toute la forme de déchirures spectaculaires, ni ne s'expriment toujours par l'éruption d'un discours de refus et de rébellion. Elles naissent souvent à l'intérieur du consentement lui-même, réemployant le langage de la domination pour fortifier l'insoumission.